Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec un roman qui s'intitule Germinie Lacerteux que nous allons partir en voyage, puisqu'en effet, nous allons lire, poursuivre le début, en tout cas de la lecture de ce roman d'Edmond et Jules de Goncourt, un roman considéré comme l'un des premiers romans naturalistes. C'est un roman qui raconte l'histoire de deux femmes, Germinie Lacerteux, donc simple bonne, et de sa maîtresse, mademoiselle de Varandeuil, dont nous sommes en train de raconter le début de la vie. Un nom donc Sempronies que l'habitude devait conserver à mademoiselle de Varandeuil et qu'elle ne quitta plus. Un peu couverte et rassurée par là, la famille traversa les terribles jours qui précédèrent la chute de Robespierre. Enfin, arrivait le 9 Thermidor et la délivrance. Mais la pauvreté restait grande et pressante au logis. On avait vécu tout ce dur temps de la Révolution. On allait vivre tout le misérable temps du directoire qu'avec une ressource bien inattendue, un argent de providence envoyé par la folie. Les deux enfants et le père n'avaient guère subsisté qu'avec le revenu de quatre actions du vaudeville, un placement que M. de Varandeuil avait eu l'inspiration de faire en 1791 et qui se trouva être la meilleure affaire de ces années de mort où l'on avait besoin d'oublier la mort tous les soirs, de ces jours suprêmes où chacun voulait rire de son dernier rire à la dernière chanson. Bientôt, ces actions, se joignant au recouvrement de quelques créances, donnèrent mieux que du pain à la famille. La famille sortait alors les comptes de l'hôtel du Petit Charolais et prenait un petit appartement dans le Marais, rue du Chaume. Du reste, rien n'était changé aux habitudes de l'intérieur. La fille continuait à servir son père et son frère. Monsieur de Varandeuil s'était peu à peu accoutumé à ne plus voir en elle que la femme de son costume et de l'ouvrage qu'elle faisait. Les yeux du père ne voulaient plus reconnaître une fille sous l'habit et les basses occupations de cette servante. Ce n'était plus quelqu'un de son sang, quelqu'un qui avait l'honneur de lui appartenir, c'était une domestique qu'il avait là sous la main et son égoïsme se fortifiait si bien dans cette dureté et cette idée. Il trouvait tant de commodité à ce service filial, affectueux, respectueux, et ne coûtant rien qu'il eut toutes les peines du monde à y renoncer plus tard. Quand un peu plus d'argent fit retour à la maison, il fallut des batailles pour lui faire prendre une bonne qui remplaça son enfant et épargna à la jeune fille les travaux les plus humiliants de la domesticité. On était sans nouvelles de Madame de Varandeuil, qui s'était refusée à venir retrouver son mari à Paris pendant les premières années de la Révolution. Bientôt, l'on apprenait qu'elle s'était remariée en Allemagne, en produisant comme l'acte de décès de son mari l'acte de décès de son beau-frère guillotiné, dont le prénom avait été changé. La jeune fille grandit donc abandonnée, sans caresse, sans autre mère qu'une femme morte à tous les siens et dont son père lui enseignait le mépris. Son enfance s'était passée dans une anxiété de tous les instants, dans les privations qui rognent la vie, dans la fatigue d'un travail épuisant, ses forces d'enfant malingre, dans une attente de la mort qui devenait à la fin une impatience de mourir. Il y avait eu des heures où la tentation était venue à cette fille de 13 ans de faire comme les femmes de ce temps, d'ouvrir la porte de l'hôtel et de crier dans la rue « Vive le roi !» pour en finir. Sa jeunesse continuait son enfance avec des ennuis moins tragiques. Elle avait à subir les violences d'humeur, les exigences, les âpretés, les tempêtes de son père, un peu maté et contenu jusque-là par le grand orage du temps. Elle restait vouée aux fatigues et aux humiliations d'une servante. Elle demeurait comprimée et rabaissée, isolée auprès de son père, écartée de ses bras, de ses baisers, le cœur gros et douloureux de vouloir aimer et de n'avoir rien à aimer. Elle commençait à souffrir du vide et du froid que fait autour d'une femme une jeunesse qui n'attire pas et ne séduit pas, une jeunesse déshéritée de beauté et de grâce sympathique. Elle se voyait inspirer une espèce de commisération avec son grand nez, son teint jaune, sa sécheresse, sa maigreur. Elle se sentait laide et d'une laideur pauvre dans ses misérables coutumes, ces tristes robes de lainage qu'elle faisait elle-même et dont son père lui payait l'étoffe en rechignant. Elle ne put obtenir de lui une petite pension pour sa toilette qu'à l'âge de 35 ans.
que de tristesse, que d'amertume, que de solitude pour elle, dans cette vie avec ce vieillard morose et gris, toujours grondant et bougonnant au logis, n'ayant d'amabilité que pour le monde, et qui la laissait tous les soirs pour aller dans les maisons rouvertes sous le Directoire et au commencement de l'Empire. À peine s'il la sortait de loin en loin, et quand il la sortait, c'était toujours pour la mener à cet éternel vaudeville où il avait des loges. Encore sa fille avait-elle une terreur de ces sorties. Elle tremblait tout le temps qu'elle était avec lui. Elle avait peur de son caractère si violent, du ton que ses colères avaient gardé de l'Ancien Régime, de sa facilité à lever sa canne sur l'insolence de la canaille. Presque chaque fois, c'était des scènes avec le contrôleur, des prises de langue avec les gens du parterre, des menaces de coups de poing qu'elle arrêtait en faisant tomber dessus la grille de la loge. Cela continuait dans la rue, jusque dans le fiacre avec le cocher qui ne voulait pas rouler pour le prix de M. de Varandeuil, le faisait attendre 1 heure, 2 heures parfois, sans marcher. Parfois d'impatience dételée et le laissait dans sa voiture avec sa fille qui le suppliait vainement de céder et de payer. Jugeant que ses plaisirs devaient suffire à Sempronny, jaloux d'ailleurs de l'avoir tout à lui et toujours sous la main, M. de Varandeuil ne la laissait se lier avec personne. Il ne l'emmenait pas dans le monde. Il ne la menait chez leurs parents revenus de l'émigration qu'aux jours de réception officielle et d'assemblée de famille. Il la tenait liée à la maison. Ce fut seulement à 40 ans qu'il la jugea assez grande personne pour lui donner la permission de sortir seule. Aussi nulle amitié, nulle relation pour soutenir la jeune fille, elle n'avait plus même à côté d'elle son jeune frère parti pour les États-Unis et engagé au service de la marine américaine. Le mariage lui était défendu par son père qui n'admettait pas qu'elle eût seulement l'idée de se marier, de l'abandonner. Tous les partis qui auraient pu se présenter, il les combattait et les repoussait d'avance de façon à ne pas laisser sa fille parler. Si jamais une occasion s'offrait à elle. Cependant, nos victoires étaient en train de déménager l'Italie. Les chefs-d'œuvre de Rome, de Florence, de Venise se pressaient à Paris. L'art italien effaçait tout. Les collectionneurs ne s'honoraient plus que de tableaux de l'école italienne. L'occasion d'une fortune apparut là, dans ce mouvement de goût à M. de Varandeuil. Lui aussi avait été pris de ce dilettantisme artistique qui fut une des délicates passions de la noblesse avant la Révolution. Il avait vécu dans la société des artistes, des curieux, il aimait les tableaux. Il songea à rassembler une galerie d'Italiens et à la vendre. Paris était encore plein des ventes et des dispersions d'objets d'art faites par la terreur. M. de Varandeuil se mit à battre le pavé. C'était alors le marché des grandes toiles et à chaque pas, il trouva chaque jour et il acheta. Bientôt, le petit appartement s'encombra, à ne pas laisser la place aux meubles de vieux tableaux noirs si grands pour la plupart qu'ils ne pouvaient tenir au mur avec leurs cadres. Tout cela a été baptisé Raphaël, Vinci, André Delsarte. Ce n'étaient que chefs-d'œuvre devant lesquels le père tenait souvent sa fille pendant des heures, lui imposait ses admirations, la lassait de ses extases. Et il montait d'épithète en épithète, se grisait, délirait, finissait par croire qu'il était en marché avec un acheteur idéal, débattait le prix du chef-d'œuvre, criait « 100 000 livres, mon Rousseau, oui, monsieur, 100 000 livres !» Sa fille, effrayée de tout l'argent que ces grandes vilaines choses, où étaient de grands affreux hommes tout nus, prenaient au ménage, essuyaient des représentations, voulait arrêter cette ruine. Monsieur de Varandeuil s'emportait, s'indignait en homme honteux de trouver si peu de goût dans son sang, lui disait que plus tard ce serait sa fortune qu'elle verrait s'il était un imbécile. À la fin, elle le décidait à réaliser. La vente eut lieu. Ce fut un désastre, un des plus grands écroulements d'illusions qu'ait vu la salle vitrée de l'hôtel Buillon. Blessé à fond, furieux de cet échec qui n'était pas seulement une perte d'argent, un accroc à sa petite fortune, mais une défaite du connaisseur, un soufflet donné à ses connaissances sur la joue de ses Raphaël, M. de Varandeuil déclara à sa fille qu'ils étaient désormais trop pauvres pour rester à Paris
et qu'il fallait aller vivre en province. Élevée et bercée par un siècle qui formait peu les femmes à l'amour de la campagne, Mademoiselle de Varandeuil essaya vainement de combattre la résolution de son père. Elle fut obligée de le suivre, où il voulait aller, et de perdre, en quittant Paris, la société, l'amitié de deux jeunes parentes auxquelles, dans de trop rares entrevues, elle s'était à demi ouverte et dont elle avait senti le cœur venir à elle comme une sœur aînée. C'était à l'Isle-Adam que M. de Varandeuil louait une petite maison. Il se trouvait là près d'anciens souvenirs, dans l'air d'une ancienne petite cour à proximité de 2 ou 3 châteaux qui commençaient à se repeupler et dont il connaissait les maîtres. Puis, sur cette terre des Contis, était venu s'établir depuis la Révolution un petit monde de gros bourgeois, de commerçants enrichis. Le nom de M. de Varandeuil sonnait haut à l'oreille de tous ces braves gens. On le saluait très bas, on se disputait l'honneur de l'avoir, on écoutait respectueusement, presque religieusement, les histoires qu'il contait de l'ancienne société. Et flatté, caressé, honoré comme un reste de Versailles, il avait le haut bout de la place d'un seigneur dans ce monde. Quand il dînait chez Madame Mutel, une ancienne boulangère, riche de 40 000 livres de rente, la maîtresse de maison se levait de table en robe de soie pour aller frire elle-même les salsifis. Monsieur de Varandeuil ne les aimait que de sa façon. Mais ce qui avait décidé avant tout la retraite de Monsieur de Varandeuil à l'Isle-Adam, ce n'était point ses agréments, c'était un projet. Il y était venu chercher le loisir d'un grand travail. Ce qu'il n'avait pu faire pour l'honneur et la gloire de l'art italien par sa collection, il voulait le faire par l'histoire. Il avait appris un peu d'italien avec sa femme. Il se mit en tête de donner la vie des peintres de Vasari au public français, de la traduire en se faisant aider par sa fille qui, toute petite, avait entendu parler italien à la femme de chambre de sa mère et retenu quelques mots. Il enfonça la jeune fille dans Vasari, enferma son temps et sa pensée dans les grammaires, les dictionnaires, les commentateurs, tous les scoliastes de l'art italien, latin voûté sur l'ingrat travail, sur l'ennui de la fatigue de traduire des mots à tâtons. Tout le livre retomba sur elle. Quand il lui avait taillé sa besogne, la laissant en tête-à-tête avec les volumes reliés en vélin blanc, il partait se promener, rendait des visites aux environs, allait jouer dans un château ou dîner chez des bourgeois de sa connaissance, auxquels il se plaignait pathétiquement de l'effort et du labeur que lui coûtait l'énorme entreprise de sa traduction. Il rentrait, écoutait la lecture du morceau traduit, faisait ses observations, ses critiques, dérangeait une phrase pour y mettre un contresens que sa fille ôtait quand il était parti, puis il reprenait sa promenade, ses courses, comme un homme qui a bien gagné sa journée, portant haut, marchant, son chapeau sous le bras, en fins escarpins, jouissant de lui-même, du ciel, des arbres, du dieu de Rousseau, doux à la nature et tendre aux plantes. De temps en temps, des impatiences d'enfants et de vieillards le prenaient. Il voulait tant de pages pour le lendemain et il forçait sa fille à veiller une partie de la nuit. 2 ou 3 ans se passèrent dans ce travail, où finirent par s'abîmer les yeux de Sempronnie. Elle vivait ensevelie dans le Vasari de son père, plus seule que jamais, éloignée par une native répugnance hautaine des bourgeoises de l'Isle-Adam et de leur façon à la Madame Angot, trop misérablement vêtue pour aller dans les châteaux. Point de plaisir, point d'amusement pour elle qui ne fut traversée et tourmentée par les singularités et les taquineries de son père. Il arrachait les fleurs qu'elle plantait en cachette dans le jardinet. Il n'y voulait que des légumes et les cultivait lui-même en débitant de grandes théories utilitaires, des arguments qui auraient pu servir à la Convention pour convertir les Tuileries en champs de pommes de terre. Tout ce qu'elle avait de bon, c'était de loin en loin une semaine pendant laquelle son père lui accordait la permission de recevoir une de ses 2 jeunes amies. Une semaine qui aurait été 8 jours de paradis pour Sempronnie si son père n'en avait empoisonné les joies, les distractions, les fêtes.
avec ses manies toujours menaçantes, ses humeurs toujours armées, les difficultés à propos d'un rien, d'un flacon d'eau de Cologne que Sempronny demandait pour la chambre de son amie, d'un entremets pour son dîner, d'un endroit où elle voulait la mener. À l'Isle-Adam, M. de Varandeuil avait pris une domestique qui presque aussitôt était devenue sa maîtresse. De cette liaison, un enfant était né que le père, dans le cynisme de son insouciance, avait l'impudeur de faire élever sous les yeux de sa fille. Avec les années, cette bonne avait pris pied dans la maison. Elle finissait par gouverner l'intérieur, le père et la fille. Un jour arriva où M. de Varandeuil voulut la faire asseoir à sa table et la faire servir par Sempronny. C'en était trop. Mademoiselle de Varandeuil se révolta sous l'outrage et se redressa de toute sa hauteur de son indignation. Sourdement, silencieusement, dans le malheur, l'isolement, la dureté des choses et des gens autour d'elle, la jeune fille s'était formée une âme droite et forte. Les larmes l'avaient trempée au lieu de l'amollir. Sous la docilité et l'humilité filiale, sous l'obéissance passive, sous une douceur apparente, elle cachait un caractère de fer, une volonté d'homme, un de ces cœurs que rien ne plie et qui ne fléchissent pas. À la bassesse que son père exigeait d'elle, elle se releva, sa fille, elle se releva sa fille, ramassa toute sa vie, lui en jeta en un flot de paroles la honte et le reproche à la face, et finit en lui disant que si cette femme ne sortait pas de la maison le soir même, ce serait elle qui en sortirait et que, Dieu merci, elle ne serait pas embarrassée de vivre n'importe où avec les goûts simples qu'il lui avait donnés. Le père, abasourdi, stupéfait de la révolte, cédait et renvoyait la domestique, mais il gardait à sa fille une lâche rancune du sacrifice qu'elle lui avait arraché. Son ressentiment se trahissait en mots aigres, en paroles agressives, en remerciements ironiques, en sourires d'amertume. Sempronny le soignait mieux, plus doucement, plus patiemment pour toute vengeance. Une dernière épreuve attendait son dévouement. Le vieillard était frappé d'une attaque d'apoplexie qui lui laissait tout un côté du corps raidi et mort, une jambe boiteuse. L'intelligence endormie avec la conscience vivante de son malheur et de sa dépendance vis-à-vis de sa fille. Alors, tout ce qu'il y avait de mauvais au fond de lui s'exaspéra et se déchaîna. Il eut des férocités d'égoïsme. Sous le tourment de sa souffrance et de sa faiblesse, il devint une espèce de fou méchant. Mademoiselle de Varandeuil voua ses jours et ses nuits à ce malade qui semblait lui en vouloir de ses attentions, être humilié de ses soins comme d'une générosité et d'un pardon, souffrir au fond de lui de voir toujours à ses côtés, infatigable et prévenante, cette figure du devoir. Quelle vie pourtant! Il fallait combattre l'incurable ennui du malheureux, être toujours à lui tenir compagnie, le promener, le soutenir toute la journée. Il fallait le faire jouer quand il était à la maison et ne le faire ni trop perdre, ni trop gagner. Il fallait se disputer avec ses envies, sa gourmandise, lui retirer les plats, essuyer pour tout ce qu'il voulait des plaintes, des reproches, des injures, des larmes, des désespoirs furieux, les rages d'enfants colères qu'ont les vieux impotents. Et cela dura 10 ans. 10 ans pendant lesquels Mademoiselle de Varandeuil n'eut d'autre récréation et d'autre soulagement que de laisser aller les tendresses, les chaleurs d'une affection maternelle sur une de ses 2 jeunes amies et parente nouvellement mariée, sa poule comme elle l'appelait. Le bonheur de Mademoiselle de Varandeuil fut d'aller tous les 15 jours passer un peu de temps dans l'heureux ménage. Elle embrassait dans son berceau le joli enfant que le sommeil embrassait déjà. Elle dînait au pas de course. Au dessert, elle envoyait chercher une voiture et se sauvait avec la hâte d'un collégien en retard. Encore, aux dernières années de la vie de son père, n'eut-elle plus la permission du dîner. Le vieillard n'autorisait plus une si longue absence. Et
la retenait presque continuellement auprès de lui, en lui répétant qu'il savait bien que ce n'était pas amusant de garder un vieil infirme comme lui, mais qu'elle en serait bientôt débarrassée. Il mourait en 1818 et ne trouvait, avant de mourir, que ces mots pour dire adieu à celle qui avait été sa fille pendant 40 ans. Va, je sais bien que tu ne m'as jamais aimée. 2 ans avant la mort de son père, le frère de Sempronius était revenu d'Amérique. Il en ramenait une femme de couleur qu'il avait soignée et sauvée de la fièvre jaune et 2 filles déjà grandes qu'il avait eues de cette femme avant de l'épouser. Tout en ayant les idées de l'Ancien Régime sur les Noirs, et quoiqu'elle regardât cette femme de couleur sans instruction, avec son parler nègre, ses rires de bête, sa peau qui graissait son linge absolument comme une singesse, Mademoiselle de Varandeuil avait combattu l'horreur et la résistance de son père à recevoir sa bru. Et c'était elle qui l'avait décidé, dans les derniers jours de sa vie, à laisser son frère lui présenter sa femme. Son père mort, elle songea que ce ménage était tout ce qui lui restait de famille. Monsieur de Varandeuil, auquel le comte d'Artois avait fait payer à la rentrée des Bourbons les arrérages de sa place, laissait à peu près 10 000 livres de rente à ses enfants. Le frère n'avait, avant cette succession, qu'une pension de 1500 francs des États-Unis. Mademoiselle de Varandeuil estima que 5 à 6 000 livres de rente ne suffisaient pas à l'aisance de ce ménage où il y avait 2 enfants, et tout de suite il lui vint la pensée de mettre là sa part de succession. Elle proposa cet apport le plus naturellement et le plus simplement du monde. Son frère accepta et elle vint habiter avec lui un joli appartement du haut de la rue de Clichy, au 4e d'une des premières maisons bâties sur le terrain presque vague encore, où l'air de la campagne passait gaiement à travers l'ébauche des constructions blanches. Elle continua là sa vie modeste, ses toilettes humbles, ses habitudes d'épargne, contente de la plus mauvaise chambre de l'appartement, et ne dépensant pour elle pas plus de 1800 à 2000 francs par an. Mais bientôt une sourde jalousie lentement couvée perçait chez la mulâtresse. Elle prenait ombrage de cette amitié du frère et de la sœur qui semblait lui retirer son mari des bras. Elle souffrait de cette communion que faisaient entre eux la parole, l'esprit, le souvenir. Elle souffrait de ces causeries auxquelles elle ne pouvait se mêler, de ce qu'elle entendait dans leur voix sans le comprendre. Le sentiment de son infériorité lui mettait au cœur les colères et le feu des haines qui brûlent sous le tropique. Elle prit ses enfants pour se venger, les poussa, les excita, les aiguillonna contre sa belle-sœur. Elle les encouragea à en rire, à s'en moquer. Elle applaudit à cette mauvaise petite intelligence d'enfant chez qui l'observation commence par la méchanceté. Une fois lâchée, elle les laissa rire de tous les ridicules de leur tante, de son physique, de son nez, de ses toilettes dont la misère, pourtant, faisait leur élégance à toutes deux. Ainsi dressées et soutenues, les petites arrivèrent vite à l'insolence. Mademoiselle de Varandeuil avait la vivacité de sa bonté. Chez elle, la main appartenait aussi bien que le cœur au premier mouvement. Puis, sur la manière d'élever les enfants, elle pensait comme son temps. Elle toléra bien, sans rien dire, 2 ou 3 impertinences, mais à la 4e, elle empoigna la rieuse et, lui troussant les jupes, elle lui donna, malgré ses 12 ans, la plus belle fessée qu'elle eût jamais reçue. La mulâtresse jeta les hauts cris, dit à sa belle-sœur qu'elle avait toujours détesté ses enfants, qu'elle voulait les lui tuer. Le frère s'interposa entre les deux et parvint à les rapatrier tant bien que mal. Mais il arriva de nouvelles scènes où les petites filles, enragées contre la femme qui faisait pleurer leur mère, torturèrent leur tante avec des raffinements d'enfants terribles mêlés à des cruautés de petites sauvagesses. Après plusieurs replâtrages, il fallut se séparer.
Mademoiselle de Varandeuil se décida à quitter son frère qu'elle voyait trop malheureux dans ce tiraillement journalier de ses plus chères affections. Elle le laissa à sa femme, à ses enfants. Cette séparation fut un des grands déchirements de sa vie. Elle qui était si forte contre l'émotion, si concentrée, et que l'on voyait mettre comme un orgueil à souffrir, manqua à faiblir quand il lui fallut quitter cet appartement où elle avait rêvé un peu de bonheur dans son petit coin, à côté du bonheur des autres. Ses dernières larmes lui montèrent aux yeux. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc Germinie Lacerteux des frères de Goncourt. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous